Quelques-uns d'entre vous veulent-ils prendre la parole? On va peut-être donner la parole à Gérard Modrux avant pour éviter les redites. Pour éviter les redites, oui. Très bien. On vous remercie beaucoup, Monsieur Modrux, d'être venu et d'avoir eu la patience d'attendre tous ces exposés que vous connaissez trop, je pense. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour cette invitation, mais je me demande pourquoi tu m'as invité, parce que tu as tout dit. Puis comme tu avais demandé tous les chiffres pour la chirurgie, je savais. Ça, c'est celui que j'ai envoyé hier, ça, c'est celui que j'ai amené, donc c'est les deux mêmes. Et tu as tout dit, et c'est d'ailleurs intéressant de voir quelqu'un non spécialiste en retraite parler de retraite, alors je peux peut-être parler de chirurgie. Mais en tout cas, c'était très bien, tout a été dit. Alors, tu m'as dit 5 minutes. Donc, oui. Tu as parlé des chirurgiens. Il me reste tout le reste. Alors, tu m'aurais dit 2 heures pour les retraites, j'aurais dit OK. Tu m'aurais dit 1 heure, j'aurais su faire. Une demi-heure aussi, mais 5 minutes. Non, vous avez plus de 5 minutes. Non, mais je ferai en 5 minutes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tant à l'hôpital qu'en clinique, j'avais comme réputation, c'est surtout les anesthésistes qui m'avaient donné cette réputation, c'est d'être l'homme qui opère plus vite que son ombre. Donc, je vais essayer de faire la même chose pour les retraites. C'est la flèche du bas. Voilà. Donc je vais vous faire les généralités, en fait, ce qu'il y a de commun aux chirurgiens, aux autres médecins, aux libéraux, aux hospitaliers, aux salariés, mais également à tous les Français. Donc c'est les problèmes généraux de la retraite qui sont en fait assez simples. Alors vous savez qu'en France, on est en répartition, 100% répartition. Nos 3 régimes de retraite libéraux sont en répartition. Les régimes des salariés, que ce soit l'Agirc-Arrco, que ce soit l'IRCANTEC, que ce soit le régime de base, c'est uniquement répartition. La répartition, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'épargne. L'épargne, c'est de mettre de côté pour les vieux jours. La répartition, c'est vivre au jour le jour, avec un seul critère, nombre de cotisants, qui permet de payer un certain nombre de retraités. Donc 1945, il y avait, je ne sais pas à l'époque, 8, 10, 12 cotisants pour un retraité. C'était facile. C'était d'autant plus facile qu'à l'époque, l'espérance de vie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était 65 ans à la naissance. Et l'âge de la retraite, c'était 65 ans. Donc la moitié des gens mouraient avant de prendre leur retraite, l'autre moitié après. C'était facile à gérer. Si on veut gérer de la même manière aujourd'hui, c'est à 73 ou 74 ans qu'il faudrait prendre notre retraite pour avoir les mêmes conditions que celles qui avaient été imposées en 1945. Ceci dit, il y avait beaucoup de cotisants pour peu de retraités. C'était le meilleur système à l'époque, c'est celui qu'il fallait prendre à l'époque, mais malheureusement, on n'a pas su le faire évoluer au cours du temps. Pourquoi? Le problème, c'est qu'au cours du temps, jusqu'à maintenant, je ne devrais pas le dire ici, mais le problème, c'est que les vieux refusent de mourir. Ce n'est pas tellement le nombre de cotisants qui évolue au fil du temps par rapport à la population générale, il reste à peu près le même, mais on voit le nombre de retraités augmenter petit à petit. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie, maintenant, elle n'est plus de 65 ans, elle est beaucoup plus élevée. Et donc on arrive, c'est ce qui est représenté ici, à 2 cotisants pour un retraité. À la CARM, c'est 2,4. Le régime général, ça doit être 1,85 ou 1,9. Quand je suis arrivé à la CARM, il y a 15 ans, on était à 4. Maintenant, on est à 2,4. Et toutes les professions, salariés, libéraux, indépendants et autres, on tend vers les années 2050 à 1 cotisant pour un retraité. Alors c'est simple, en répartition pure. Je vois Agirc-Arrco plus régime de base, c'est pareil pour IRCANTEC. Cotisation patronale et salariés additionnées, ça dépasse légèrement les 26%. Donc un cotisant pour un retraité, taux de remplacement, 26%. C'est ce vers quoi vous allez tous tendre, quoi qu'on fasse. C'est pareil chez les libéraux. Aujourd'hui, la retraite CARM la cotisation CARM, grosso modo, en moyenne 20% du revenu. Eh bien, un cotisant pour un retraité, taux de remplacement, c'est 20% du revenu. On ne peut pas faire autrement en répartition pure. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? La première, c'est augmenter les cotisations. C'est ce qui a été fait depuis quelques dizaines d'années. Mais là, il y a des limites, parce qu'on s'aperçoit, notamment chez les salariés, que quand ça devient trop lourd, les cotisations, les cotisants, ils fuient. C'est ce qu'on appelle des délocalisations à l'échelle des entreprises. C'est ce qu'on appelle les réfractaires. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, parce qu'ils se sont aperçus que c'était quand même obligatoire. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la seule solution aujourd'hui pour y échapper, c'est la holding. Avant, c'était l'ESL un petit peu, mais maintenant, la holding, qui est le meilleur outil de défiscalisation
Donc, augmentation des cotisations, elle a atteint ses limites. On peut peut-être encore augmenter d'1 ou 2%, peut-être un peu plus chez les libéraux. Alors là, bonne nouvelle, tu te plaignais du déplafonnement. Le régime de base, il est question de le déplafonner. Malheureusement, on est en train de se battre contre, mais voilà. Bon. Aujourd'hui, le régime de base, on paye jusqu'à 5P, on va payer, il y aura plus de plafond demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain, malheureusement. Donc ça, c'est la première solution. Elle a atteint ses limites, c'est ce qui a été fait au cours des 2 générations précédentes. Solution suivante, diminuer les retraites. Ça, on n'y est pas encore. Je l'ai fait à la CARMF, régime complémentaire, j'ai baissé de 15% en une quinzaine d'années. Je pense que là, on a aussi atteint les limites, parce qu'il ne faut pas non plus avoir des retraites dérisoires, mais ceci dit, il faut que les cotisants puissent payer aussi. Donc ça sera pour la génération à venir, mais pas l'actuelle, parce qu'aujourd'hui, on a choisi une 3e voie. C'est ce qu'ont fait Sarkozy, c'est ce que va faire Hollande également, c'est changer le curseur. Donc vous voyez la barre qui est ici. On parle d'allonger la durée de cotisation. Donc on va déplacer la barre vers la droite. Comme ça, on augmente le nombre de cotisants, puisqu'on travaille plus longtemps, et on diminue la retraite, puisqu'on va être à la retraite moins longtemps. S'il faut cotiser 2 années de plus, vous aurez 2 années de retraite de moins. Alors malheureusement, ça a mal commencé, puisqu'en 1981, qu'est-ce qui s'est passé ? La retraite est passée de 65 ans à 60 ans. Donc là, le curseur a balancé du mauvais côté. Donc on est en train de redresser la barre petit à petit, et ça va encore venir, vous allez en entendre parler d'ici la fin de l'année, avec la énième réforme des retraites, la 3e en quelques années, mais rassurez-vous, il y en aura encore une 4e, une 5e. C'est comme les réformes de l'assurance maladie, je pense qu'un jour, on va en avoir autant, une 20aine. Donc la solution actuelle, on repousse vers la droite le curseur, et en fait, plutôt que bouger l'âge de départ à la retraite, là, les énarques, pour une fois, sont un petit peu plus malins, c'est que c'est la durée de c'est la retraite pour avoir le taux plein. Donc, Hollande, je vous le garantis, aujourd'hui, le dernier rapport du corps dit qu'il faudra peut-être augmenter l'âge de départ à la retraite. Non, ils n'y toucheront pas. Mais pour avoir la retraite à taux plein, il faudra travailler plus longtemps. Donc, vous pourrez toujours partir à 60, 62 ans, mais vous aurez moins qu'avant. Donc en fait, c'est une diminution effective des retraites sans avoir à toucher aux cotisations, puisqu'on a atteint le maximum, et sans dire on baisse la retraite. En fait, on la baissera, sauf pour ceux qui veulent bien travailler plus longtemps. Donc allongement de la durée de cotisation. Donc voilà ce qu'on est en train de faire maintenant pour déplacer le curseur vers la droite et avoir toujours plus de cotisants que de retraités. Et pour terminer, donc quelques chiffres CARMF. Donc tu as donné les chiffres spécifiques aux chirurgiens. Donc l'âge moyen à l'installation, on était encore à 39 ans, je ne sais pas pourquoi, il y a 3-4 ans, on est retombé à pratiquement 38 ans. Qu'est-ce qu'ils font ? Les confrères, je sais pas, ils passent tous leur bac à 18 ans, les études sont effectivement longues, mais je suis désolé, pour s'installer en libéral, là je parle du libéral pur, 38 ans, je me demande ce qu'ils font avant. Je suis désolé, ils ne font pas tous 10 ans de salariat avant de s'installer en libéral, sinon ça se saurait. Âge moyen donc des cotisants, 53 ans, donc la pyramide des âges se déplace. Pourquoi ? Parce que toute la génération de numerus clausus à 8000, eh bien aujourd'hui elle a elle a autour de 60-65 ans. Donc ça se déplace et ça va continuer de se déplacer. Âge moyen de départ à la retraite, 65,4 ans. Ça a un petit peu baissé ces dernières années grâce au cumul ou à cause du cumul emploi-retraite. Ceci dit, il y a 10 ans, il était de 66,4 ans. Donc en fait, 53% aujourd'hui, ceux qui liquident leur retraite à la CARMF, 53% continuent une activité. Donc en pratique, la cessation d'activité, elle est toujours autour de 66,4, 66,5 ans, même si l'âge de liquidation de la retraite diminue. Âge moyen des retraités, donc presque 74 ans. Âge moyen au décès, 83 ans. 4 ans de plus pour les femmes, il n'y en a encore pas trop. 2012, c'est la première année depuis 70 ans que la CARMF existe, où il y a eu plus d'inscriptions femmes que hommes. Vous savez que pour les études de médecine, elles sont 60-65%. À la CARMF, elles sont encore 32%. Elles étaient 20% il y a une dizaine d'années. Mais à l'installation, ça augmente petit à petit. Nous, dans nos prévisions, on prévoit environ, à terme, 45% de femmes, même si elles sont beaucoup plus au niveau des études. Elles arrêtent quand même avant, ou elles travaillent moins. Quand elles se marient et font des enfants, il y en a beaucoup qui arrêtent. Donc les BNC moyens, vous l'avez là, vous l'avez vu pour les chirurgiens tout à l'heure, donc 80 000 € pour les secteurs 1, 104 000 pour les secteurs 2, ça fait 84 000 de revenus moyens pour l'ensemble des deux, puisqu'il y a à peu près 26% de secteur 2. Cotisation moyenne, vous l'avez là, elle est lourde, et la retraite moyenne, 31 000 €. Alors ceci dit, ça c'est la retraite moyenne, tout retraité confondu.
Il y a des anciennes retraites qui avaient peu de droits, qui avaient peu de SV. Les retraites liquidées en 2012, c'est 40 000 euros, donc on est près de tes 3 000, c'est les deux chiffres que tu as donnés tout à l'heure. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. C'est parfait. Avez-vous des questions à poser à Gérard Baudrux, des questions plus générales sur la retraite? Alors moi j'ai une précision à faire. Tu as oublié une chose tout à l'heure parce que tu n'es pas au courant. J'ai eu il y a une quinzaine d'années vos syndicats d'universitaires venir me voir à la CARM pour se plaindre de leur partie et d'émoluments qui n'étaient pas soumis à cotisation sociale, qui n'avaient pas droit à retraite. Et la réponse a été, on est désolé, on a une caisse de profession de médecins libéraux, il faut être médecin libéral pour pouvoir cotiser à la CARM, on ne peut pas répondre à votre demande. Et puis ils sont revenus me voir il y a 4-5 ans, ils étaient 3 syndicats à l'époque, et à titre confraternel, on leur a ouvert, mais apparemment ils ne l'ont dit à personne, un droit, on a modifié les statuts pour que tous les médecins puissent avoir accès à notre régime complémentaire. Dans le régime de base, on ne peut pas le faire vis-à-vis de la loi. L'ASV, c'est que pour les conventionnés, donc le salarié pur ou l'hospitalier n'est pas conventionné. Donc, comme complémentaire, vous pouvez acquérir 4 points en tant qu'universitaire, parce que c'est de la cotisation forfaitaire quand on est cotisant volontaire. Donc, vous pouvez demander à la CARM à être inscrit, même si vous n'avez aucune activité libérale. On l'a fait il y a 4-5 ans à titre confraternel. J'ai une question auprès de M. Gérard Baudrux. Dans le régime CAMF, j'ai lu les comptes rendus que je reçois régulièrement de la CAMF, on a grosse inquiétude, bien sûr, sur le régime assurance vieillesse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? ASV. L'ASV est un régime conventionnel. Les caisses payent les 2/3 pour les secteurs 1. Donc pour moi, le plus gros défaut de l'ASV, c'est que les 2/3 des recettes repose sur un tiers, personne morale, qui n'est pas solvable aujourd'hui. Et donc, quand on promet quelqu'un qui s'installe, on lui vend des points, dans 65 ans, il faut qu'on soit là pour payer les points. C'est-à-dire, il y a ces 30-32 ans d'activité, il y a ces 20-21 ans de retraite, donc il faut les payer jusqu'au bout. Et qui peut me garantir aujourd'hui que les caisses d'assurance maladie existeront sur leur forme actuelle dans 65 ans? Ce n'est pas moi qui le promettrai. Donc c'est un régime qui est fondé sur des promesses. On voit ce que ça a donné, ces promesses. On a dit depuis un peu plus d'une génération, c'était obligatoire en 72, on a dit aux confrères exercez sous convention, bloquez vos honoraires, on vous payera les 2/3 de votre retraite. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? C'est bloqué, la valeur du point est bloquée depuis 11 ans maintenant. Elle est encore bloquée pour 10 ans. Toi, tu as parlé des 16%, c'est la chute brutale d'un coup. Mais in fine, sur une quinzaine d'années, ça fait 50% de baisse. Donc on a dit aux confrères, bloquez vos honoraires, on vous payera les 2/3 de ce régime de retraite qui représente aujourd'hui 37% de la retraite. Le régime complémentaire, 53% et le régime de base, 20%. Et une fois qu'ils prennent leur retraite, ces confrères, après 35 ans d'activité en secteur 1, on divise par 2 la retraite. C'est une escroquerie. Et c'est toujours basé sur la même escroquerie, c'est-à-dire c'est des gens qui font des promesses, ils ne seront pas là pour les tenir demain. Donc il y a un déséquilibre total. Maintenant, il y a des gens qui savent en profiter. Ce matin, j'étais à Pratis TV justement pour parler de notre confrère Cahuzac. Lui, il a fait toute son activité en secteur 1. Il n'a pas fait de médecine, il faisait de l'esthétique. Aucune activité médicale secteur 1, mais il est médecin, il s'installe en secteur 1. Et ben, pendant toute sa carrière, la Sécu lui a payé ses cotisations. Il va avoir une belle retraite. En plus, il a payé de peu de charges sociales. Alors, ce n'est pas lui qui est responsable, c'est le système. Nous, on aurait fait pareil. Hein. On aurait fait comme lui. Mais s'il y avait eu dans l'UNGAP qu'on a démarré ensemble, c'est quelques vieux souvenirs avec Didier Lambert, on était première réunion avec Agnès Patin et Albaret. Si vous aviez mis dans l'UNGAP les implants capillaires, il était obligé de respecter les tarifs conventionnels. Mais ce n'est pas dans la nomenclature. Moi, j'ai interrogé, parce qu'on a parlé de la CARM quelque temps dans la presse, le syndicat des plasticiens. J'ai dit, mais il n'y a pas un petit truc? Non, il n'y a rien. Donc, c'est hors nomenclature. Donc, il est parfaitement en règle. Voilà les dérives de ce type de système, d'avantages sociaux. Oui, fond de la salle. Oui, là.
vous indiquiez que, en fait, c'était... Bonjour. Que vous indiquiez qu'il fallait augmenter la durée de cotisation. Est-ce qu'un des moyens, ce n'est pas aussi de racheter des points des périodes, par exemple, de service militaire, des choses de ce genre-là? On peut le faire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop cher. La valeur, on a cette possibilité. Je ne sais pas si vous regardez le tarif à la CARM, c'est hors de prix. Je ne l'ai pas fait moi à titre personnel parce que c'est hors de prix. C'est la tutelle qui fixe qui fixe le tarif. Mais ça ne va pas chercher loin. Un service militaire, ça fait 1 an sur 32 ans d'activité. La seule possibilité qu'il y avait, c'était pour les hôpitaux universitaires, et notamment les MCPH, de racheter, parce que là c'était intéressant, puisque comme la retraite était basée sur les derniers 6 mois, ça pouvait être intéressant. Mais le problème, à partir du 1er janvier 2015, ça sera interdit. Et ça existait déjà avant. Par exemple, tout à l'heure, je parlais avec Alain Leduc, on avait été tous les deux à Foch pendant un certain temps, mais par exemple, les services de la fonction publique ont refusé que je rachète les années de Foch. Donc moi, dans ma retraite, j'ai ma partie universitaire, etc. Et puis, j'ai 4 années d'Arco et d'Agir. Alors, 4 années, ça représente rien du tout. Donc, à chaque fois, comme on tronçonne la retraite en petits bouts sur des périodes avec des régimes différents, on est très pénalisé. Et ce qui était le hasard pour quelques-uns comme nous, maintenant va devenir la généralité pour tous les hospitaux universitaires. Ils n'auront leur durée de carrière qu'à partir, en gros, de 37 ans pour les MCPH et 42 ans pour les PUPH. Point terminé. Tout ce qui est avant, ça ne vaudra même plus la peine de le racheter parce que ça ne donnera pas droit à l'augmentation de la retraite sur la partie universitaire. Et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour augmenter le nombre de cotisants à l'IRCANTEC. Comme les médecins sont des gens dont la sécurité de l'emploi existe et qui ont une rémunération qui est quand même correcte, eh bien, ils sont comme ça sûrs d'attirer sur l'IRCANTEC un certain nombre de cotisants obligatoires. Parce que les gens, faute de mieux, ils iront à l'IRCANTEC. C'est ça la philosophie de tous les changements qu'il y a eu au niveau des retraites des médecins. Un petit mot sur le régime additionnel. J'étais très content de voir tes diapos et d'apprendre des choses. J'en ai appris. Parce qu'on croyait, les libéraux, mais les hospitaliers, ils ont le régime additionnel. Quand on discute avec Sauvegarde Retraite, ah oui, mais ils ont le régime additionnel, seul régime en France par capitalisation. Donc j'ai vu que ça ne faisait pas beaucoup. Donc je rétablirai la situation chez ceux qui font des critiques. Je vais donner mon exemple personnel. Je me suis fait complètement avoir par ce truc-là. Puisque quand on fait l'addition de ce que j'ai versé et de ce que les hospices, à raison de 2 000 € par an d'abondement, ont versé, et avec beaucoup de courriers pour obtenir ces 2 000 €, j'ai finalement sur mon compte à peu près 25 000 €. Impossible de les toucher en capital. Donc je touche 90 € par mois qui viennent de diminuer actuellement avec l'augmentation de la CSG. Donc c'est plus que 88 ou 87. Et ceci jusqu'à la mort. Donc il faut, pour rembourser ce que j'ai versé, il faut que je vive au minimum jusqu'à 95 ans. Et je les toucherai en maison de retraite, j'espère. Alors, je vais vous rassurer, ne le regrettez pas, parce que c'est un régime en capitalisation et qui ne vous donne pas grand-chose, mais heureusement qu'il ne vous donne pas plus. Parce que tout ce qui est fait en capitalisation aujourd'hui en France, comme on n'arrive plus à faire vivre le système social où on redistribue tout, on est en train de repiquer, soit par des taxes diverses, tout ce qui était épargné, et à commencer par les réserves des régimes de retraite. Le fonds de réserve des retraites qui a été constitué il y a quelques années, on est en train de le démanteler pour repiquer les sous. Je viens de me taper un rapport de la Cour des comptes, on a donné les réponses il y a 2 jours, un rapport IGAS, et les conclusions, je vous les donne en 1000, il faut fusionner les réserves pour pouvoir mieux nous les piquer. C'est du vol. Nous, on a 5 milliards de réserves à la CARM qu'on gère. Eh bien maintenant, on a les instances au-dessus qui nous disent, bon, écoutez, ces réserves, il faut qu'elles servent à tout le monde. Donc vos réserves, alors à votre âge, vous allez en profiter, mais le jeune, s'il se met là-dedans, il ne touchera rien. Gérard, tu peux confirmer que pendant un temps, je ne sais plus si ça existe encore, du temps où la CARM avait beaucoup d'argent, on servait dans les caisses de compensation à payer la retraite de certaines personnes qui partaient très tôt. C'est faux. C'est faux. C'est vrai que c'est une image, on paye pour les notaires. On n'a jamais payé pour les notaires. Par contre, on payait pour les agents d'assurance et puis une autre profession. Voilà. Donc il y avait une compensation qui n'existe plus depuis 2004. C'est moi qui ai fait la réforme en 2004. C'est avec comme principe à revenu égal, cotisation égale, à cotisation égale. Voilà. Donc on paye tous pareil. Mais c'est vrai qu'il fut un temps. Voilà. Mais ce n'était pas les notaires, contrairement à ce qu'on raconte partout, qui touchaient. C'était d'autres professions, mais c'était très faible. Et en matière d'ASV, on avait une compensation également
entre les 5 professions soumises à l'ASV, elle n'existe plus depuis 3-4 ans. Merci aussi. Alors, si vous voulez, en guise de conclusion, je pense que vous êtes tous d'accord avec le fait que l'Académie de chirurgie se soit saisie de ce problème à la suite des événements. Et vous apprécierez, je pense, le fait qu'elle l'a fait dans le calme, la tranquillité et la réflexion, plutôt que dans le mouvement brutal qui nous aurait menés dans la rue si on avait suivi ce qui nous était conseillé par certains. Alors, ce qu'on peut dire, en gros, pour nos jeunes en formation, c'est que le métier reste quand même passionnant, qu'il y a des ouvertures nouvelles. Je vous ai parlé tout à l'heure de tous les aspects nouveaux de notre métier. Il est, je crois, moi je tiens à vous dire, je m'oppose à ce que les internes soient trop hyper spécialisés pendant l'internat. Je pense qu'il faut qu'ils soient généralistes dans leur spécialité et que cette hyper spécialisation qui est probablement nécessaire apparaisse pendant le post-internat. Il faut qu'ils se préparent à changer de carrière vraisemblablement, regarder l'évolution de la chirurgie cardiaque, regarder l'apparition des techniques interventionnelles. Donc il ne faut pas qu'ils soient trop fermés pendant leur internat. Il y a de belles possibilités et je pense qu'il faut à nous avons les moyens, nous avons travaillé beaucoup là-dessus ces derniers temps, pendant l'année qui vient d'écouler, nous vous l'exposerons le 19 juin, sur le parcours qualifiant des chirurgiens, nous avons les moyens de leur permettre d'accéder à l'internat dans des meilleures conditions qu'à l'heure actuelle. Je pense qu'actuellement, c'est le creux de la vague. Cet examen classant national, c'est un désastre. Il comporte pratiquement que de la médecine, de la psychiatrie, de l'épidémiologie. Exemple, 15 questions sont réservées à l'action contradictoire des médicaments et aux complications des traitements médicaux, aucune question sur les complications des questions chirurgicales. Mais nous sommes tous coupables. C'est parce que probablement nous n'avons pas envoyé assez de questions et nous n'avons pas constitué la banque de données correctement. Il faut sans doute la faire évoluer. Le cursus est long, il est difficile, mais il est quand même assez payant. Vous avez vu dans l'ensemble qu'on accède à des métiers qui sont intéressants. Ce que je voulais dire quand même, par rapport à la carrière privée, il faut qu'ici, nous sommes là pour représenter toute la chirurgie française, et non pas que la chirurgie parisienne ou lyonnaise ou marseillaise. Les grands groupes dont on a parlé, ils sont mieux représentés dans les grandes villes que dans les petites villes périphériques. Et les chirurgiens, j'ai reçu des courriers la semaine dernière de certains qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, ont dit « N'oubliez pas le chirurgien des champs privé que nous sommes, ou public que nous sommes, parce que la carrière n'est pas tout à fait aussi mirobolante, j'insiste sur le terme de mirobolante, qu'on veut bien le dire dans vos grandes villes universitaires. Et je crois qu'il serait une erreur de dire que les chirurgiens sont des nantis. Dans certaines petites villes, ils ont beaucoup de difficultés à l'heure actuelle. Alors il ne faut pas être trop rigoureux aussi avec la formation et le désir de contrôle que nous voulons faire dans la formation. Parce que pendant le même temps, et vous l'avez dit, certains chirurgiens viennent de l'extérieur, parfois de la région Schengen, sans aucune difficulté, beaucoup plus de difficultés hors Schengen, et finalement, ils prennent des postes dans des centres hospitaliers avec beaucoup moins de critères de sélection que nous en imposons aux chirurgiens français. Pour ce qui concerne la carrière publique, il y a quand même de nouvelles options qui apparaissent, qui donnent au moins un très grand espoir de satisfaction intellectuelle. Et peut-être que la triple fonction, soins, recherche, enseignement, ne sera pas possible dans l'avenir. Il y aura peut-être là des spécialisations à trouver, mais je pense que dans ce métier, on pourra encore trouver satisfaction. Reste le dernier problème, celui de la retraite, et vraiment, je suis très content des deux exposés très complémentaires que nous avons entendus, et qui montrent la réalité des faits. Je pense que par rapport justement aux médias, on rétablit un peu la vérité. Nous ne sommes quand même pas des nantis, hein. Compte tenu des 100 heures de travail par semaine, des 12 heures de travail par jour en moyenne que chacun d'entre vous a passé, l'heure chirurgicale est bien moins payée que l'heure d'un trésorier payeur général ou d'un préfet. Hein. Je crois qu'il faut le dire publiquement, ça, et finalement, on n'a pas à se cacher la vérité. On n'est pas pauvre, mais on n'est pas plus nanti. Si on se place à l'échelle de la chirurgie française, de toute la chirurgie française que nous représentons ici, l'Académie nationale de chirurgie, je crois qu'il faut rétablir cette vérité. À la suite de tout ce qui a été notre préparation à cette réunion,
de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, et je crois qu'on peut remercier tous les intervenants qui ont fait le travail, l'énorme travail que ça a été pour vous faire ces exposés, à la suite des réflexions que chacun d'entre vous ont bien voulu faire, nous allons essayer de pondre ensemble un papier qui est destiné à la presse grand public et destiné aux jeunes en formation à l'heure du choix, et que nous essayons de diffuser au maximum. Je pense que venant de l'Académie nationale de chirurgie, il risque d'être entendu. Et je pense que François Richard et moi, on vous remercie beaucoup de nous avoir aidés à le préparer. Et juste un point d'information. D'abord, on remercie Jacques Beaulieu d'avoir modéré cette séance. Et d'autre part, je vous rappelle que le 22 mai, on a une séance à Grenoble sur les chirurgies avec les gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur qui se promet d'être passionnante. Que le 5 juin, Philippe Breil va modérer une séance sur l'accréditation en chirurgie et que le 19 juin, Iraj Ranjbach et Jacques Beaulieu vont parler de la formation des chirurgiens. Donc c'est des thèmes transversaux qui sont vraiment indispensables à présenter par l'Académie nationale de chirurgie. Merci beaucoup à tous.